Donc, sans plus tarder, commençons par Manu Ginobili, d'ailleurs. Joueur hyper intéressant et notamment, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu m'avais dit que tu réservais des hot takes à propos de Ginobili. Donc, j'attends de voir. Ginobili, 8 saisons sur la décennie. On va voir combien sont véritablement valuables ou pas. 11 points de moyenne sur la décennie, 23 minutes à peine sur l'ensemble de la décennie, même si effectivement il y a peut-être quelques années enfin qui ont un peu fait baisser le total. En termes de global, d'ailleurs, on est sur 11 000 minutes sur toute la décennie, ce qui est à peine le 182e plus gros total de la décennie, encore une fois. 504 matchs, 148e dans la hiérarchie NBA, pardon. Le titre NBA 2014 en termes de récompense, All-Star en 2011 aussi, faut pas l'oublier, et une All NBA Third Team en 2011 également. Ensuite, j'aime bien faire des comparaisons NBA Draft ou Draft Express, mais bon, à l'époque, ces sites n'existaient pas, puisque Ginobili est trop vieux pour ça, bien sûr, mais j'ai quand même les surnoms de basketball référence. Bon, alors on a Gino du classique, on avait aussi Narigón. Est-ce que tu connais Narigón comme surnom? Pas du tout. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non plus. Ça veut dire gros nez, en espagnol. On avait El Contusione aussi, le mec qui fait des coups. Bon, voilà, c'est ces fameux surnoms dont on n'a jamais entendu parler, évidemment. Merci Basketball Référence. Manu Dona aussi. Voilà. Ça tombe comme ça, c'est gratuit. Mais bref, passons ces surnoms. Le parcours, rapidement. Donc, au début de notre décennie, il a 33 ans déjà. Il est dans sa 33e année. Et 2011, il a plus de 30 minutes par match, hein, mine de rien. On l'a dit, il est All-Star et All-NBA même cette année-là. 17 points par match, carrément, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est l'année de sa carrière, d'ailleurs, où il est titulaire. Alors qu'il n'est pas autant que sur cette année 2011. Il a 79 titularisations sur 80. C'est encore une fois la seule fois de sa carrière, ou presque. Malheureusement, élimination contre Memphis en playoff au premier tour, le fameux upset. San Antonio numéro 1, éliminé par le 8e, Memphis. 2012, il est blessé, même si à la saison du lockout, il ne fait que 34 matchs et à peine 23 minutes par match, ce qui est quand même beaucoup moins. Je crois que, je me permets d'interrompre, je crois qu'en 2011, face à Memphis, je crois qu'il est blessé aussi, mémoire. Oui, je crois qu'il fait pas la totalité de la série, et je crois qu'il en loupe même une bonne partie, ou bref, il revient trop tôt de blessure, je sais plus lequel des deux. Et c'est pas pareil quand tu joues avec Gary Neal, du coup. Mais bref, donc 2012, élimination contre OKC en finale de conférence, alors que San Antonio menait 2-0 d'ailleurs. 2013, les Spurs vont en finale, on connaît l'histoire, hein. Lui, il est mine de rien, il est que à 23 minutes par match, hein, en saison régulière, donc ça n'a pas encore remonté, et d'ailleurs ça ne remontera plus vraiment, hein, sur le reste de sa carrière en saison régulière en tout cas. Élimination. Défaite en finale avec le tir de Ray Allen, on connaît. 2014, c'est le titre, mais lui est encore à 23 minutes par match, hein, donc on est vraiment sur ce total-là, on n'est pas sur un titulaire indiscutable du tout, il sort du banc, etc. 2015, c'est l'élimination au premier tour contre les Clippers, qui était digne d'une finale de conférence. 2016, 19 minutes par match, et c'est les demi-finales de conférence, la très très belle équipe de San Antonio, qui était une équipe historique, hein, en termes de net rating, en termes de bilan de victoire, etc., mais qui se font un peu upset par OKC. On reviendra pas sur la fin de match, d'ailleurs. Je crois que c'est le match 2, non, où il y a une embrouille avec Dion Waiters qui le pousse. Enfin bref, tu te souviens de ça ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Je te rafraîchirai la mémoire tout à l'heure, peut-être. Bref, 2017, élimination en finale de conférence contre Golden State, mais c'est la série où Kawhi Leonard se blesse au premier match des finales de conférence. Et puis une dernière année, 2018, à 20 minutes par match, élimination contre Golden State encore une fois au premier tour. Bref, donc voilà un peu pour le parcours rapidement. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, c'est plutôt un joueur des années 2000, bien sûr, mais quand même qui a eu un rôle assez important au début des années 2010 notamment. Oui, de toute façon, c'était le leader du banc des Spurs qui, je pense, si on devait décerner un trophée collectif du meilleur banc sur la décennie, il irait sans doute du côté de San Antonio, qui a toujours eu, derrière les titulaires, des rotations, un jeu collectif qui était un peu à l'image de Ginobili, là où Duncan, sur le point associé à un autre pivot, au niveau des titulaires, imposait un jeu de rythme assez lent, beaucoup plus posé sur demi-terrain. Ginobili et les rotations derrière avaient un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus aéré, avec beaucoup plus de prise de risque. Et voilà, je pense l'Argentin est un peu à l'image de ce banc qui a connu beaucoup de succès
et jusque tard. Je sais pas quel est vraiment le déclin du banc des Spurs. Est-ce que ça a tenu jusqu'à Patty Mills? Je ne m'en rappelle plus. Il me semble que même les années LaMarcus Aldridge, DeRozan, donc jusqu'à 2019, on est encore sur justement le duo DeRozan-Aldridge, le titulaire, et ils sont pas si bons que ça, mais c'est le banc qui est encore génial, quoi. Donc ça a duré toute la décennie, quoi. Oui, non, c'est un peu un trophée, c'est un peu un exercice collectif qui a été, je veux dire, voilà, tu pensais aux Spurs, forcément, quand tu cherchais les meilleurs bancs de la ligue, tu les avais en tête, quoi. Et à quel point, parce que toi, je sais que t'es un peu plus chaud sur lui, donc à quel point tu penses que son rôle et son impact est peut-être un peu sous-estimé du fait de cette image, du coup, de sixième homme, alors qu'en vrai, sixième homme, d'accord, parce qu'il sort du banc, mais en vrai, c'était peut-être le troisième, voire même deuxième, voire même premier meilleur joueur des Spurs sur cette époque-là, on va dire, jusqu'en 2013-14. Ce qui est ambigu avec Ginobili, et c'est un peu, je pense, la difficulté de le classer, c'est sur son temps de jeu. Il y a eu des moments où je pense, moi, qu'il a été le meilleur joueur à des moments des Spurs. À certains moments où le déclin de Duncan, notamment dans son utilisation en attaque, était pas vraiment automatique. Et Duncan, d'ailleurs, avait dû grandir un peu dans ce rôle de passeur. Ginobili était vraiment cette force de frappe offensive, très moderne, en fait, dans sa façon de jouer, qui n'hésitait pas à prendre des 3 points en sortie d'écran, qui avait ce jeu en transition, capable de jouer le lay-up comme le tir longue distance, et quelqu'un à la pénétration qui était vraiment difficile à arrêter, mais surtout en plus qui arrivait à coller à ce jeu, je dirais une création collective qui était vraiment pour moi la force de l'Argentin. Il arrivait à quasiment créer un écosystème offensif quasiment autour de lui, alors certes facilité parce qu'il était en rotation, mais vraiment, de mon point de vue, quelque chose que les titulaires, ça a été plus difficile à construire. Et vraiment, pour moi, il était la machine offensive des Spurs, mais là où c'est délicat, c'est sur un temps de jeu quand même qui est assez faible. Oui. Non, mais c'est marrant que tu dises, tu parles de modernité, effectivement, parce que j'ai revu les finales de conférence 2012, là, il y a pas longtemps, et effectivement, tu te dis, en fait, c'est stagnant, quoi. Il y a pas beaucoup de spacing, il y a pas beaucoup de mouvement. Et d'un coup, t'as Ginobili qui rentre, et je me suis dit, ça y est, il y a 2020 qui arrive, quoi. Il y avait vraiment ce truc de modernité, d'impact, de feu follet, de mouvement, etc., qui rentre d'un coup, quoi. Et alors, la difficulté aussi, notamment la comparaison avec Parker, c'est que Parker a eu plus de temps de jeu, d'ailleurs il était plus jeune, donc ça s'entend aussi, mais c'est vrai que si on devait comparer peut-être l'impact par minute passé sur le terrain ou un truc comme ça, plutôt que de comparer les totaux bruts, mais est-ce que par minute passé sur le terrain, est-ce que ça se dit que Ginobili était au moins un aussi bon créateur, voire même plus que Parker? Pour moi, ça l'était. Dans le sens où Parker, je pense, était une force en pénétration et peut-être en difficulté de tir pris bien plus importante, du moins, que l'était l'Argentin. Mais pour moi, la difficulté avec Parker, et elle s'est ressentie durant les années en équipe de France, c'était de faire le lien avec le collectif. C'est là où l'utilisation de Parker dans le système des Spurs par Popovich, pour moi, était vraiment très bonne. Et c'est vraiment pour moi mettre au crédit de Popovich d'avoir trouvé l'écosystème pour faire que d'un joueur qui était quand même très attiré par le scoring, avec une vision du jeu, de la passe qui a progressé avec le temps, mais qui restait plus ou moins un peu délicate, peut-être aussi pas aidé du fait que il y avait pas non plus de tir à longue distance du joueur, ce qui fait que c'était assez, pour moi, il fallait quelque chose un peu de sur-mesure, et finalement les motion offense de Popovich étaient un peu construites finalement autour de Parker, parce qu'il avait cette force de frappe, mais aussi parce qu'il fallait mettre cet écosystème pour en profiter au maximum de sa capacité de pénétration. Pour Ginobili, il y avait beaucoup moins finalement à faire la même chose, du fait que l'Argentin à lui seul pouvait créer des décalages quasiment tout autant que Parker, mais déjà plus loin, donc capable d'offrir plus d'aération au jeu, et surtout avec une vision du jeu qui était, de mon point de vue, bien meilleure. Il n'y avait pas de problème pour que Ginobili puisse mettre ses coéquipiers en confiance. Et d'ailleurs, j'avais été regarder
sur les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, que ça soit au niveau du plus-minus ou Ginobili, que ça soit seul, donc avec ce banc, mais en association avec Duncan, est souvent celui qui a les meilleurs différentiels et aussi celui qui, chez les Spurs, sur les mêmes années, était capable d'augmenter le plus l'efficacité au tir de ses coéquipiers, quoi. Donc vraiment cette capacité à pouvoir mixer les deux, qui était vraiment très bonne, et en plus de mémoire, un joueur qui sans le ballon pouvait rester intéressant, bien plus polyvalent dans son utilisation, et c'est ce qui permettait du coup de le mettre en leader de banc, mais aussi de l'insérer avec les titulaires avec une grande facilité dans des rôles un peu distincts, de premier ou de second porteur de balle, et en plus avec ça, une défense loin du ballon. Alors certes, le joueur était parieur, c'est, je pense, l'un des meilleurs intercepteurs depuis les années 2000. Et il y a des fois où c'était vraiment des paris à la Iverson, hein, c'est-à-dire des paris, ça passe ou ça casse vraiment. Mais à côté de ça, il y avait aussi une science du placement défensif que je trouve intéressant. Et pour moi, en fait, ça en faisait un joueur plus complet, beaucoup plus malléable que ne l'était de mon point de vue Parker. Mais sur un temps de jeu et parfois aussi, il faut le dire, hein, des responsabilités un peu plus faibles que celles du Français, quoi. Mais ce renouveau offensif des Spurs, il est pour moi tout autant du fait de Ginobili sur ces années-là que du fait de Parker. Ouais, puis Tony Parker n'a jamais chassé une chauve-souris à la main pendant un match. Donc, mais non, mais c'est vrai que sur ce côté-là, il y avait un peu ce point commun d'être le premier décalage, le feu follet pour faire le premier décalage qui va ensuite être exploité par le fond de jeu collectif des Spurs. La différence étant, comme tu l'as dit, que Ginobili était tellement meilleur passeur, quoi, pour ensuite exploiter lui-même ce décalage, quoi, et pas seulement laisser le collectif tirer profit de ça, quoi. Oui, je pense que Ginobili, pour ceux qui l'ont pas vu, je pense qu'il faut vraiment voir une comparaison, et la comparaison est souvent faite et assez évidente de l'historique, du fait de leur main gauche, etc., avec James Harden. Oui. Notamment dans cette utilisation plutôt de maximiser le 3 points et le lay-up, du fait qu'ils sont gauchers tous les deux, qu'ils ont à un moment des rôles de 6e homme dans des équipes très hautes, l'un l'a conservé et l'autre pas. Mais c'est vrai que notamment dans le jeu de la décélération et tout, on retrouve un peu un James Harden, peut-être moins physique, mais sans doute plus, comment dire, plus follet, plus créatif, plus. Oui, et toujours un peu contre le tempo de son défenseur, quoi. Vraiment dans la gestion de ses appuis. Voilà, ça, Ginobili est connu pour l'Eurostep. Mais voilà, il y a même ces Eurostep inversés où non, tu crois que je vais faire un Eurostep, mais je vais quand même continuer. Et la variation dans ses pas. Je crois que c'était P.D. Webb qui disait, voilà, si vous voulez reconnaître les excellents joueurs en pénétration, c'est ceux où si vous faites pause avant qu'ils posent leurs 2 pas, vous n'avez aucune idée dans le sens dans lequel ça va aller. Et je crois qu'il n'y a pas un joueur qui symbolise mieux que Ginobili. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il était aussi plus grand, il faut le dire, que Tony Parker, ce qui rendait les pénétrations peut-être aussi plus implacables. Ouais, mais moins rapide. C'est vrai. Ginobili n'a jamais été très rapide et il y a beaucoup de finitions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de finitions atypiques aussi du côté de Ginobili, parce que le joueur ne passait pas souvent son défenseur et même à son pic. Mais rien d'être au même niveau, Ginobili avait, alors bon, pourtant il faut toujours finir avec la main gauche, mais voilà, il avait dans son contrôle du corps et dans ses finitions atypiques la possibilité de quand même finir derrière. Mais c'est vrai que tu vois, sur le côté un peu passeur, on voit que, comme tu dis, sur ses responsabilités qui sont pas énormes, des chiffres d'élite, hein, clairement, à la fois sur le ratio de playmaking, donc le nombre de ballons qu'il distribue par rapport au nombre de fois où il a la balle entre les mains, il est élite. Et même en termes de chiffres bruts, hein, il est à peine à 26 minutes par match entre 2011 et 2015, mais à plus de 4 passes et demie par match. Et d'ailleurs, il a conservé son même nombre total de passes décisives, alors que, comparé aux années 2000, alors qu'aux années 2000, en fait, il était juste plus scoreur, mais sur les 2010, il était plus sobre au scoring, mais donc tout aussi passeur. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où tu regardes son efficacité, elle est aussi excellentissime, quoi. 107, 105, 109 de true shooting plus, 106, donc plus 7, plus 5, plus 9, plus 6 par rapport à la moyenne.
Si tu regardes son usage aussi, c'est pas des usages ridicules du tout. On est sur 27%, 25, 26, 26, 25, 26. Voilà, on est sur vraiment des gros usages, quoi. Mais le problème, enfin, le problème, comme tu dis, aujourd'hui, on évalue la performance et le fait est qu'il avait pas des temps de jeu de fou. C'est juste que dès qu'il était sur le terrain, c'était lui le maestro, quoi. Et c'est pour ça qu'il avait des usages, des volumes de responsabilité, d'utilisation aussi gros. C'est parce que dès qu'il rentrait sur le terrain, en fait, il était utilisé. Mais voilà, on peut pas non plus écarter le fait que, mine de rien, il jouait qu'une vingtaine de minutes par match à partir de 2012. Exactement. Il y a qu'une seule année où il est à 30 minutes, quoi. Et en playoff, ça augmentait pas beaucoup non plus, quoi. Pas tant que ça, ouais. Même si quand même, tu vois, entre 2011 et 2014, il était autour des 27-28 minutes de jeu, ce qui est temps de jeu titulaire, mais c'est pas non plus c'est pas le James Harden qui sort du banc en 2012, quoi, ou ce genre de choses. Et l'autre truc, le dernier truc peut-être, il n'y a pas eu de déclin brutal comme il peut y avoir avec d'autres joueurs, d'ailleurs comme on a eu un peu avec Parker, hein, notamment à cause d'une blessure, mais il n'y a pas eu de déclin brutal, je trouve, et il y a eu peut-être un déclin un peu linéaire, mais vraiment assez discret, et finalement, je l'ai trouvé assez valuable quasiment jusqu'à la fin, hein, parce que, voilà, encore une fois, de 2012 à 2018, il est à 20 minutes par match dans des équipes compétentes, quoi. On est encore sur les Spurs qui font les playoffs tous les ans. Oui, je pense que ça vient encore de ce que je disais avant, du profil finalement très polyvalent du joueur, hein, oui. Qui voilà, n'avait pas déjà besoin d'avoir une très grande vitesse pour passer ses opposants, mais aussi du fait que c'était un joueur qui, loin du ballon, pouvait rester très intéressant, et que ses qualités d'extra passe et tout, notamment face à des bons, pouvaient effectivement sont même restées intéressantes jusqu'au bout. C'est vrai que là, j'ai regardé un peu, l'un des déclins quand même où ça se voit, c'est celui dans les fraudes provoquées, ou à son pic en carrière, en 2005-2006, Ginobili, c'est là où il y a aussi le point avec Harden, c'était une machine à lancer franc, une machine à générer des lancers francs qui était extraordinaire, quoi. Surtout que derrière, il y avait une réussite au lancer qui était très bonne, quoi. Mais on voit au fur et à mesure de sa carrière, c'est vrai qu'en 2011, il est encore sur des chiffres où on n'est pas loin des 40%. Il finira à 24-28% en capacité de nombre de tirs qui finalement viennent des lancers francs. Donc là aussi, on voit le déclin du joueur, mais voilà, du fait d'avoir une palette complète fait que vous avez toujours ce shooter de loin qui est très dangereux, qui sait bouger sans le ballon, qui sait dribbler, toujours rester un peu en dehors des rythmes, pas basé sur sa vitesse, pour continuer à créer ces petits décalages et la vision du jeu pour en profiter derrière. Et du coup, c'est là que commencent les problèmes. Où est-ce que tu l'as classé dans notre top 20 actuel? A priori, par exemple, un point de repère, a priori, dessous Parker, du coup? Ah oui, dessous Parker, parce que comme je disais, la production, elle est pas là. Tu vois, pour être honnête, je me pose même la question avec Kevin Love et Carmelo Anthony, quoi. Ouais. Autour de la 12e, 13e place, quoi. En termes de pic, le problème du pic aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'il est il est très 2011, quoi. Il est très début de décennie. Mais en termes de pic, je considère qu'on est en discussion avec Griffin, Laurie, quoi. Pour moi, on est vraiment dans ces environs-là, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, à ce point. Ah oui. Pour moi, okay. Il y avait ce côté où, voilà, on a toujours pensé de Ginobili que c'était un peu le troisième luron. Mais pour moi, c'est du fait que c'était celui peut-être des trois qui était en fait la capacité le plus de s'adapter, où vous vouliez quand même en profiter au maximum en premier homme, d'où le décalage avec Parker, mais que vous pouviez mettre avec Ginobili pas mal de joueurs autour et quand même le retrouver avec les titulaires quand vous en aviez besoin en fin de match. Et pour moi, voilà, le côté sixième homme de Ginobili, pour moi, c'est clairement une question, c'est la manière la plus intelligente de profiter de mes trois stars que de mettre celle-là un peu en décalage avec les autres, mais plus pour profiter de l'optimisation des deux premières, parce que cette troisième, je peux en faire à peu près n'importe quoi, elle restera intéressante aussi, quoi. Sachant qu'on risque de remonter le jour l'idée avec Kevin Love, si je te dis par exemple entre Serge Ibaka et Joel Embiid, parce que Embiid a très haut pic, mais finalement qui a duré très très peu, quoi. Enfin, on est sur 6000 minutes sur la décennie, c'est rien du tout, quoi. Ouais, mais à combien est Ginobili? 11 000. Ouais. 11 000 et quelques. Ouais, mais 11 000, tu dois bien en enlever, je pense, quelques-unes qui sont les dernières, où bon,
c'est difficile de voir la même production que les premières. Hein. Ouais. Il y a un déclin on peut le mettre peut-être alors derrière Garnett alors peut-être ou oui. Ça c'est sûr. Du jour des Kevin Love, ouais, c'est un peu le point d'interrogation. C'est vrai que le mettre devant Carmelo Anthony, ça paraît osé comme ça. Ça paraît osé, mais je sais pas. Entre Anthony ou Hayward, sinon. Je le mets au-dessus de Hayward. Tout ça, voilà. C'est le point où j'en ai plus trop de doutes. La question, c'est au-dessus ou en dessous de Carmelo. Ouais, et même de Kevin Love, quoi. Dans ces environs-là, tu vois, j'y réfléchis, j'ai un peu de mal à le mettre au-dessus de ces joueurs-là. Encore une fois, en termes de pic, j'ai pas trop de doutes, mais ok, on a une production intéressante, mais qui est de moins en moins celle d'un sixième homme. Là où on parle de ces joueurs-là, notamment Love, comme ayant eu un rôle quand même, certes, à la fin minime, mais voilà, le rôle de Kevin Love aujourd'hui minimisé, c'est celui d'un sixième homme, quoi. Alors que c'est celui de Ginobili sur quasiment sa période post-2015-2016, quoi. Donc, Et tu vois, tu en parles avec plus de révérence que moi. Moi, je pensais le mettre plus haut. Mais en fait, voilà, limite, ça me va de le mettre là. Par contre, tu me disais que c'était ton deuxième de la QV. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui vont aller en dessous sur la fin du classement. Alors. Ouais, je te confirme. Quand j'ai vu le classement, j'ai fait tiens, il m'a donné le fond de cuve. Mais on va voir ça alors. J'aurais du mal à le mettre au niveau de Carmelo Anthony et Kevin Love. Je veux dire, tu me demandes sur la période, 2011, du coup 2016, qui je préfère avoir entre Ginobili, Anthony et Love. Je pense que malheureusement, je prends Ginobili en troisième parce que je suis pas sûr d'avoir cette garantie d'un joueur qui peut me donner 30 minutes sur toute cette période. Bah, il l'a pas fait, quoi. D'ailleurs, il l'a pas fait. Ouais. Je pense que si Popovic, alors ça qu'il y a tout le load management de Popovic, mais la preuve, même en playoff, on voyait pas cette hausse-là. Donc non, j'ai une énorme révérence, comme tu disais, pour Ginobili, mais on sent bien qu'elle est plus finalement pré 2011 que post 2011, quoi. Même si le joueur avait toute cette flamboyance, on restait sur un temps de jeu limité. En plus, il y a eu les blessures. Il faut pas quand même les occulter. Ou c'est un joueur qui, certes, n'a pas de saison blanche, mais ne pouvait pas vous garantir une présence sur le terrain de manière assez confiante. D'où, je pense, le load management de Popovic aussi. Donc, on va faire ça. On va le mettre entre Carmelo Anthony et Gordon Hayward, du coup. On va le mettre là pour l'instant. Finissons d'ailleurs sur un petit quiz, si tu veux bien. Voilà, alors, vas-y. De toute façon, tu peux pas faire pire que Nico, a priori. C'est ma préparation mentale. Tu vois, quand il est passé, je me suis dit, ouf, c'est bon. Il a posé le standard. Mais bon, je me méfie peut-être. Hein. J'ai pas eu le temps vraiment de préparer les choses, donc on va voir. Alors, c'est un qui est sur le terrain. Donc, tu vas devoir me citer des joueurs qui sont sur le terrain au moment d'une action précise. Nous sommes le 7 mai 2013. C'est un buzzer beater de playoff, enfin un game winner peut-être, de Ginobili donc contre les Warriors au deuxième tour des playoffs 2013. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs qui sont sur le terrain au moment de ce tir clutch dans un match en prolongation, il me semble. Match assez intéressant. Parker Duncan. Parker, oui. Duncan, non. Ok. Danny Green. Danny Green est sur le terrain, oui. Kawhi. Kawhi est sur le terrain, effectivement. Un jeune Kawhi. Alors attends, on a dit Parker, Ginobili, Danny Green, Kawhi Leonard. Il me manque. C'est pas Thiago Splitter. Non. Ni Boris Dio. C'est Boris Dio. Ah ok, d'accord. C'est Boris Dio. Et Ginobili aussi, du coup. Et côté Warriors, Curry, Thompson. Curry, oui. Thompson, non. Ah merde. Les Warriors sont assez intéressants. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ce quiz. Bogut. Bogut, non. Non. Ah, zut. Harrison Barnes. Harrison Barnes est sur le terrain, oui. David Lee. David Lee n'est pas sur le terrain. Ouais, est-ce que David Lee n'était pas blessé? Ou alors c'est parce qu'on est sur une possession défensive où il voulait switcher partout. D'ailleurs, il y a un joueur qui... Vas-y. Draymond Green? Non. Ouais. On a un ailier qui justement fait un peu l'erreur d'abandonner Ginobili, qui est ensuite passé par Atlanta, signé un gros contrat à Atlanta, par les Lakers ensuite. Jared Jack, oui, il y est, effectivement. Ah, mais c'est pas lui que tu pensais. Non, je pensais pas à lui. Je pensais à un ailier... Ken Bazemore, effectivement. Et puis il reste un dernier qui était sur le terrain sous la tunique des Warriors, mais qui, il y a très peu de temps avant ça, était sous la tunique de l'autre équipe,
Jefferson? Richard Jefferson, effectivement.